Face à la presse, ce lundi 16 décembre 2024, le ministre béninois des Affaires étrangères a apporté des clarifications sur les grandes conclusions issues du 66e sommet de la CEDEAO. Selon le ministre Olusegun Ajadi Bakari, la conférence des chefs d'État a pris acte de la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de l'organisation mais maintient la parole ouverte aux discussions durant une période de 6 mois. L'appartenance à une organisation sous-régionale est une question de souveraineté nationale. Chaque pays a le droit de décider à quelle organisation il veut appartenir. Il n'est pas de notre ressort au niveau du Bénin de commenter les choix souverains de tel pays ou de tel autre. Et donc, les pays, le Mali, le Burkina et le Niger, nous reconnaissons aux autorités le droit de dire qu'ils ont pris la décision de sortir de l'organisation. Et c'est ce que les chefs d'État ont fait en prenant acte. Maintenant, nous avons aussi à cœur de faire en sorte que cet espace, parce qu'au-delà de l'organisation régionale, nous sommes dans un espace géographique. Et la géographie, parfois, dirige la politique et la diplomatie. La géographie fait que le Bénin ne déménagera pas, le Niger et le Mali ne déménageront pas. Et donc, si demain, nos frères du Mali, du Niger et du Burkina veulent revenir, la porte reste ouverte. C'est ce que les chefs d'État ont voulu passer comme message. Cette conférence de chefs d'État s'est tenue et ce qui est la position du Bénin, c'est un esprit constructif. Constructif dans le sens où la réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. Le ministre a également réagi à l'ouverture des frontières terrestres du Niger, demeurant fermées pour le Bénin depuis le 30 juillet 2023. La CEDEAO, comme toute organisation, vit. Elle a besoin d'évoluer dans le temps et d'être adaptée et alignée sur son temps, son ère. Et on a des challenges, on a des difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui et qui demandent forcément de s'adapter et d'évoluer, d'ajuster les choses. Et donc, je pense que la conférence des chefs d'État au niveau de la CEDEAO a à cœur ce besoin de pouvoir réformer la CEDEAO, la faire avancer et la faire répondre aussi aux besoins du quotidien de nos populations. Je pense que c'est une volonté qui est là. Des instructions fermes ont été données au président de la Commission, au Conseil des ministres également, pour continuer à réfléchir aux différents changements, aux différentes évolutions qu'il faut apporter, aux différentes adaptations qu'il faut apporter à la CEDEAO. Ce que je note, c'est que le socle sur lequel la CEDEAO a été construite, qui existait avant, mais qui a été renforcé par la CEDEAO, qui est celui de la libre circulation des personnes, du fait d'assurer un échange entre nos populations qui sont les mêmes, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un socle qui est maintenu par tous ceux qui font partie de cet espace géographique. Et je pense que c'est la bonne nouvelle, et c'est autour de cette bonne nouvelle qu'il faut que nous construisions pour l'avenir. Je pense qu'il est important que l'on puisse regarder les avancées qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'on attend tous cette réouverture, on l'espère tous au plan bilatéral, mais je pense que nous venons de loin, nous avons parcouru beaucoup de chemin, et je pense que chaque jour nous rapproche de cet objectif. En tout cas, nous y travaillons de façon consciencieuse, et comme je l'ai dit, nous de notre côté, tout est prêt, la frontière est ouverte, et j'espère que de l'autre côté, les choses avanceront rapidement pour que bientôt tout cela soit derrière nous, que nous puissions avancer sur les sujets importants. Pour rappel, la tension entre le Bénin et le Niger s'est apaisée depuis quelques mois déjà. Entre autres, le 16 octobre 2024, le gouvernement béninois a agréé Kakade Chaibou comme ambassadeur du Niger au Bénin. 2 mois plus tôt, le gouvernement nigérien acceptait les lettres de créance présentées par Childas Agonkan en qualité d'ambassadeur du Bénin au Niger. Je pense que le port de lunettes aujourd'hui est en train de devenir une tendance. Il est très difficile aujourd'hui de voir 10 jeunes, de passer sur 10 jeunes et de ne pas voir au moins 6 ou 7 qui en portent. Vous le constatez certainement, moi-même je porte des verres, mais chez moi c'est des verres médicaux, c'est des verres correcteurs. Parce qu'à un moment donné, puisque je conduis beaucoup, je suis souvent en moto, à un moment donné, j'ai souvent mal aux yeux à cause de la poussière, le vent, tout ça.
Donc, j'ai commencé par avoir la vue un peu floue et je me suis rapproché d'un opticien qui m'a prescrit ces verres-là. Mais avant, il faut aussi le dire, je portais des verres. Avant d'avoir des verres médicaux, je portais des verres. Je ne prenais pas le guidon de ma moto sans mettre des verres qui étaient beaucoup plus des verres fumés. Qui parle de l'œil, parle d'un truc très sensible. Et quand vous n'avez pas les yeux, je pense que vous savez déjà à quoi vous êtes appelé. Vous aurez de difficultés pour pouvoir fonctionner. Donc pour moi, ça doit nous mettre sur la base de prescription. Parce que d'abord, sur la base de prescription, il y a des verres qui sont adaptés suivant la difficulté que votre œil a pour pouvoir apprécier les images à une distance donnée. Donc, lorsque vous ne vous adaptez pas à ce qui est prescrit et que vous prenez les verres ordinairement sur le terrain, ce qui revient à dire que vous ne ferez qu'empirer le mal si entre-temps il y avait un début de mal à votre niveau. Parce qu'à force de porter les lunettes juste, pour rester dans la tendance ou juste à la mode, je pense beaucoup plus qu'on se crée de problèmes à soi-même, surtout beaucoup plus à ses yeux. On peut avoir des problèmes d'yeux à force de porter les lunettes juste pour la mode. Ou on voit aujourd'hui des gens qui portent des lunettes juste, on se dit qu'il y a un peu de poussière, on va porter des lunettes ou pour se faire un peu beau ou pour changer un peu de style, on va porter des lunettes. C'est pas bien parce que pour porter les lunettes, ceux qui portent les lunettes, il y a certains parmi eux qui portent les lunettes sur prescription et je crois beaucoup plus que c'est la meilleure formule à adopter. Vous savez, qui n'a pas envie de prendre soin de son image, qui n'a pas envie d'être élégant lorsqu'il fait une apparition en public. Je pense que c'est de bon ton de porter des verres, en tout cas de porter ce qui va vous faire plaisir. Mais le risque par contre, c'est de savoir choisir ses verres parce que il y a le fait que ces verres-là parfois endommagent nos yeux. Ces verres-là rendent davantage malades nos yeux. Certes, il faut porter les verres pour la mode, il faut porter des verres pour paraître beaucoup plus beau, pour soigner son image, mais il faut aussi penser à sa santé, à préserver sa santé. Donc je pense que ceux qui le portent, c'est bien, mais c'est toujours aussi bien de se rapprocher d'un opticien, d'un ophtalmologiste. Donc, arrivé à un moment donné, moi, j'ai constaté que sur une distance donnée, je n'arrive pas à bien voir les numéros. Donc, ça m'amène à écarquiller les yeux. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça ne m'arrange pas parce que je suis conscient que je n'arrive pas à bien voir les trucs sur une bonne distance. Et quand on n'arrive pas à voir sur une bonne distance, il faut simplement aller voir le spécialiste approprié pour ce genre de choses. Ce qui m'a amené, moi, à aller en consultation chez un ophtalmologue qui est la personne indiquée. C'est de l'art maintenant qu'on m'a indiqué les verres qu'il faut. Donc, ça dit que ce que je porte comme verre, c'est des verres adaptés compte tenu du constat qui a été fait par l'ophtalmologue après examination. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir quand même voir sur une certaine distance. À force de porter les lunettes qui ne sont pas prescrites par un médecin ou plutôt par un docteur, vous créez des problèmes à vos propres yeux. Que ce soit depuis les années 1990 jusqu'à l'étape où nous sommes, on a connu plusieurs tendances. Il y en a qui viennent, il y a d'autres qui viennent. C'est-à-dire quoi? Si vous adaptez à la tendance va vous laisser. Les yeux, c'est un truc très sensible et on ne s'amuse pas avec les yeux. Je pense que la tendance et les verres en termes de correction au niveau des yeux, ce n'est pas compatible. Si quelqu'un se met sous la tendance pour prendre des verres, c'est vrai qu'il va faire son show pour l'instant, mais la tendance finira par le laisser, mais les yeux seront là. Et c'est lui seul qui va peut-être qui va récolter les pots cassés pour la suite. Le système démocratique est fait de telle manière que on doit accorder une attention particulière aux partis qui se retrouvent dans l'opposition. Parce que justement, l'alternance reste le but visé, c'est-à-dire éviter que les mêmes s'éternisent au pouvoir. Quand je dis les mêmes, on peut penser aux acteurs politiques, mais on peut penser au même pouvoir politique qui dégage des candidatures. Ça veut dire que l'alternance démocratique qui prend essor dans la concurrence politique veut qu'il y ait des challengers
de tous les bords et que il est possible que d'autres acteurs qui proposent une alternative puissent émerger si leur alternative est pertinente aux yeux des citoyens électeurs. Autant le pouvoir exécutif est très organisé avec des structures opérationnelles, autant la loi, dans un système démocratique, permet aux partis d'opposition de dégager le chef de file de l'opposition à partir donc des élections. Et le chef de file de l'opposition émerge naturellement d'un des partis de l'opposition. Cela voudra dire que un parti d'opposition, le parti qui est déclaré comme tel, qui se rend visible, qui se donne également un siège et qui se préoccupe donc de la demande sociale. Et c'est à ce niveau que se joue tout le reste, la demande sociale. Et se prononce sur l'actualité, donc, et sur les options du gouvernement, après avoir analysé un certain nombre de contours. Et donc, se prononce. Ça veut dire que les partis ou le parti de l'opposition se retrouvent dans l'espace public et a accès aux médias publics et se prononce sur l'actualité et sur les options du gouvernement pour montrer aux citoyens d'autres options possibles et critiquer, pourquoi pas, les options du gouvernement. Et c'est en faisant ce jeu que l'opposition aide à améliorer la gouvernance au niveau du pouvoir exécutif, d'une part, et se prépare lorsqu'il y a alternance, lorsqu'il y a concurrence électorale, concurrence politique, se prépare à attirer l'attention des citoyens électeurs sur d'autres choix possibles. Le succès, donc, au Ghana, de l'opposition, donne le signal que l'opposition, lorsqu'elle est bien organisée, elle peut concurrencer valablement le parti au pouvoir, pour peu que le parti au pouvoir accepte aussi d'organiser des élections libres, régulières et sincères. Et c'est à ce niveau-là que tout le reste se joue. Ce n'est pas partagé de façon générale, mais on peut faire la différence et prouver que la plupart des pays, je vais dire, colonisés par les anglo-saxons, ont des cultures politiques plus ou moins acceptables et que les pays francophones qui donnent dans la politique politicienne, qui veulent garder le pouvoir, donc monopoliser la gestion du pouvoir, empêcher les autres, donc par le biais de la manipulation d'accéder. Au Nigeria, l'éducation reste hors de portée pour de nombreuses familles, mais à Lagos, une initiative offre une solution surprenante, échanger des déchets plastiques contre des frais de scolarité. Dans les quartiers pauvres comme Ajegunle, cette méthode permet à de nombreux enfants de retrouver le chemin de l'école. Je ramasse des déchets plastiques pour financer l'éducation de mon fils, car il y a environ 3 ans, la vie était devenue très difficile et il a dû quitter l'école. J'avais un petit emploi, mais un jour, j'ai vu des gens ramasser du plastique devant l'école. J'ai donc demandé si je pouvais en ramasser pour payer ses frais de scolarité. Et ils ont accepté. Dans une mégapole comme Lagos, qui produit des milliers de tonnes de déchets par an, ce programme sensibilise également à la gestion des matières plastiques, un succès selon le fondateur de cette initiative. Lagos génère plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an. En important leurs déchets, les parents d'élèves protègent non seulement l'environnement, mais ils assurent aussi l'avenir de leurs enfants grâce à l'éducation. Dans un pays comme le Nigeria, marqué par un taux élevé d'enfants hors du système scolaire, l'école My Dreamstead fait bouger les lignes. Ce projet simple mais innovant permet à des centaines d'enfants des zones les plus marginalisées d'accéder à l'éducation.
Un tribunal ougandais a rendu un jugement historique en ordonnant au gouvernement d'indemniser les victimes des crimes de guerre commis par Thomas Kwoyelo, un commandant de l'armée de résistance du Seigneur. Chaque victime recevra jusqu'à 10 millions de shillings ougandais, environ 2740 $. Kwoyelo, un commandant de niveau intermédiaire de la LRA, a été condamné en octobre à 40 ans de prison pour des crimes graves, notamment le meurtre, le viol, la réduction en esclavage, la torture et l'enlèvement. Jugé indigent et incapable de verser des réparations, le tribunal a imposé cette responsabilité au gouvernement, soulignant que l'ampleur de ces atrocités reflète un échec de l'État à protéger ses propres citoyens. Sous la direction de Joseph Kony, la LRA a terrorisé le nord de l'Ouganda pendant près de 2 décennies. Avec des vents à vitesse moyenne de 175 km/h et des rafales en mer estimées à 250 km/h, selon l'Institut météorologique mozambicain Aderito Aramuj, le cyclone Chido laisse derrière lui ce décor d'apocalypse au Mozambique. La tempête tant annoncée s'est avérée plus violente que prévu par les climatologues sur les rives de l'océan Indien. L'UNICEF témoigne des dégâts importants. L'UNICEF est préoccupé par les impacts immédiats de ces cyclones. Nous sommes également inquiets des impacts à long terme. Des enfants risquent d'être privés d'éducation pendant des semaines. Des populations pourraient ne pas avoir accès aux soins de santé et il existe un risque de propagation de maladies hydriques comme le choléra et le paludisme. La saison des cyclones s'ouvre ainsi sur la région et elle court jusqu'en mars. Les victimes se comptent par milliers chaque année. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a commenté dimanche l'avenir de la Syrie alors que le pouvoir de Bachar al-Assad s'est effondré après des mois d'offensives rebelles. Cette chute a marqué la fin de 50 ans de pouvoir et la situation sur le terrain demeure volatile et incertaine. La Syrie de l'époque de Mohamed Ali est différente de la Syrie d'aujourd'hui. Sa position géopolitique est forte, mais en même temps, il y a des déterminants qui la contrôlent. Dieu a la volonté de sauver la Syrie, mais seulement par son peuple et non par des miracles. Les décideurs sont les habitants du pays et c'est eux qui le démoliront ou le construiront. Alors que des puissances extérieures continuent de peser sur la région, El-Sisi a aussi précisé qu'il était en contact avec l'administration américaine du président élu Donald Trump pour œuvrer à une solution pour le Moyen-Orient. Aux Comores, le passage du cyclone Chido n'a fait aucun mort. Malgré les dégâts matériels, le plus dur a pu être évité, estime le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Exprimant sa solidarité avec la population de Mayotte, le président a décrété une semaine de deuil national. Et surtout que sur le plan humain, il n'y a pas eu de dégâts humains. Ça, c'est le plus important. Les dégâts matériels, c'est des choses qui arrivent. Que ça des cyclones ou pas, ça arrive à tout instant. Maintenant, il y a deux choses à faire. D'abord, appuyer les gens qui ont été impactés par ces dégâts de toutes les îles. Et c'est pourquoi, encore une fois, il y a cette occasion pour dire à nos frères maorais qu'ils ont notre sympathie et notre solidarité morale et physique par rapport à ce qui s'est passé. Mayotte, 101e département français, abrite une forte communauté comorienne. Alors que la communication reste impossible dans certaines zones, Mahorais et Comoriens sont unis dans la détresse. La violence des gangs a défiguré Haïti, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, notamment à Port-au-Prince, où 85% des quartiers sont désormais contrôlés par les groupes armés. Face à cette crise, les femmes particulièrement vulnérables sont confrontées à des traumatismes lourds. Esther Josiane Mateigne, psychologue, souligne l'impact des déplacements forcés. Avec la montée en puissance des gangs, de nombreuses personnes sont forcées de quitter leur maison pour chercher des endroits plus sûrs. Pour ceux qui vivaient depuis 14 à 16 ans dans un quartier où ils avaient construit leur vie et tissé des liens communautaires, c'est une expérience extrêmement stressante.
Au cours de ces ateliers de l'UNESCO, financés par le Global Media Defense Fund et le département d'État américain, les femmes réalisent des exercices comme la thérapie cognitive et la méditation pour traiter les traumatismes et l'anxiété. Ils m'ont appris à gérer mon stress et à sourire même quand il revient. Ils m'ont aussi appris à mieux contrôler mes émotions. Toutes ces séances ont vraiment été bénéfiques. Avant, je ne savais pas que ces exercices pouvaient être si efficaces. Certainement, je ne repartirai pas comme je suis arrivée. Selon le dernier rapport de l'ONU, la montée des violences depuis mars a forcé près de 580 000 personnes à abandonner leur domicile. Depuis plusieurs années, les conférences internationales sur le climat, dites COP, semblent peiner à apporter des solutions concrètes face aux crises environnementales. Que ce soit pour le changement climatique, la perte de biodiversité ou la pollution, les résultats sont souvent décevants. Cette année encore, de nombreux accords ont échoué à répondre à l'ampleur des défis. Rien que cette année, plusieurs accords ont échoué, de celui sur la biodiversité à la COP sur le climat, en passant par le traité sur les plastiques et maintenant celui sur la désertification. Et l'issue de celui-ci reste incertaine. C'est une période difficile car tous ces processus n'aboutissent pas aux actions nécessaires. Malgré ces échecs répétés, certains estiment que ces négociations sont toujours nécessaires. L'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson rappelle que le système des Nations Unies, malgré ses défauts, reste une plateforme indispensable. Le système des Nations Unies est le pire, à l'exception de tous les autres, car il n'y en a pas d'autres. C'est comme la démocratie, comme disait Churchill. Et c'est pourquoi nous cherchons à l'améliorer. Mais la frustration est palpable face à la lenteur des progrès. Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, reconnaît les limites de ce multilatéralisme environnemental. Elle insiste toutefois sur le fait que c'est là que les nations se réunissent. Je comprends la frustration concernant la lenteur et l'ampleur des résultats. Cela aurait pu être plus ambitieux, mais c'est un processus par étapes. Nous avons vu le multilatéralisme, bien qu'il ne soit pas toujours environnemental, traverser des hauts et des bas en presque 80 ans d'existence des Nations Unies. Et pourtant, c'est le seul forum où nous pouvons nous réunir. L'efficacité des COP reste à prouver, mais elle demeure l'unique cadre pour un dialogue global, aussi imparfait soit-il. Reste à savoir si elles parviendront un jour à répondre à la hauteur des défis climatiques mondiaux.